alors on était à peu près à mi-temps, donc il faudrait qu'il fasse un peu une synthèse à sa façon de ce qui a été dit, qu'il organise un petit peu à sa façon ce qui a été dit, si c'est pas trop demandé, enfin il le fera à sa façon. Mais je veux dire par là que la question effectivement du masculin et du féminin, pour moi, elle est fondamentale. Et je crois que ça c'est une question sous-jacente, j'en parle constamment. Il y a un point de vue, il y a une vision féminine de l'histoire, une vision masculine de l'histoire, il y a le problème de la conception et le problème de la naissance. Ce sont deux philosophies, deux appréhensions du réel complètement différentes. Et la question, c'est actuellement, on a tendance à vouloir, c'est plutôt le côté féminin qui l'emporte en astrologie actuellement, n'est-ce pas? Le thème de naissance, c'est pas le thème de conception. L'événement final, ultime, ou la forme ultime actuelle, dans le monde actuel, ce que ça veut dire actuellement, l'emporte sur l'idée d'un processus qui serait un processus plutôt structurel, qui n'aurait pas de véritable linéarité ou de temporalité, etc. L'astrologie serait la cyclicité, par exemple, c'est pas la même chose que la linéarité. Hein, dire que quelque chose revient régulièrement, comme le soleil à la nuit qui revient, leur conjonction sur la lune. On a une astrologie cyclique, qui n'a pas besoin de nouvelles planètes pour exister, qui n'a pas besoin de se servir de nouvelles planètes pour dire attention, etc. Et puis il y a une astrologie qui est tentée de vouloir adhérer, coïncider avec le monde tel qu'il devient, tel qu'il aboutit, tel qu'il est manifesté, et qui, elle, va amener l'astrologie en direction d'outils qui vont aller dans ce sens-là. C'est-à-dire qu'elle va récupérer les outils des nouvelles planètes pour rendre compte du fait que l'humanité avance dans une nouvelle histoire. Je pense qu'on pourrait peut-être même tout simplement résumer ça, c'est que l'astrologie qu'on connaît depuis quelques siècles et millénaires, là, les Zeus jusqu'à Saturne, dans le fond, c'est la base, c'est véritablement efficace, on le sait, on l'a tous utilisé. Là, ce qui a évolué depuis, je pense qu'on va plutôt se dire qu'on est dans le raffinement, on est dans on met le doigt sur certains points précis. Également parce que notre univers sur la Terre, la société aussi prend un certain raffinement un peu plus. Voilà. Puis je pense que c'est assez, on n'a pas besoin d'aller plus complexifier. Voilà. Il ne faut pas que la structure, le profil général de l'astrologie soit perturbé par le certain nombre d'additions qu'on fait dessus. Il faut que ça reste, il faut garder un petit peu l'axe central, la colonne vertébrale de l'astrologie. Tout à l'heure je parlais du TGV, il faut garder les axes centraux, et puis on peut fignoler, on peut rajouter quelque chose, il ne faut pas perdre de vue le dessin d'ensemble. Comme la Formule 1, les voitures se sont améliorées au fil des années. C'est un petit peu ça, je dirais, avec ce qu'on peut découvrir de nouveau. L'essentiel reste le même. Je veux dire, le squelette reste le même, c'est ça, mais le visage se maquille. Exactement. Quand on fait des prédictions, on va surtout utiliser Jupiter et Saturne, puis après ça, le reste va être le détail, va être la garniture. Un détail des détails. Oui, voilà. Des fois, ça peut aider beaucoup à trouver le pourquoi il y a une petite bifurcation, mais je pense que l'essentiel reste toujours le même. Par contre, je pourrais ajouter une chose. Moi, je travaille avec certaines étoiles et certaines astéroïdes. Ça reste par là, j'ai une mauvaise état psychique. Et je dois dire que j'ai une passion pour Sirius. Dans mes livres, ça fait 30 ans, 25-30 ans, je publie des livres. À chaque année, je parle de Sirius et des planètes. Et présentement, j'ai une très grande nouvelle à vous annoncer, c'est que Sirius, à partir du mois de juillet ou septembre, octobre, elle va faire 4 rayons. 4 rayons. Et elle touche cette étoile si immense, cette étoile que les Égyptiens aimaient, cette étoile si importante, elle touche, et j'ai besoin de le dire au fond de mon cœur, elle touche, savez-vous quoi? Avec intensité et amour cet été, la Sirius, elle touche les démunis. Sirius envoie des aspects et des rayons très forts sur les gens. Jupiter en Verseau fait la même chose. Mais Sirius, mais n'oublie pas que Sirius a une je ne sais pas comment trouver le mot là. Si vous avez raison, Jupiter, Neptune, c'est des miracles, on pourrait régler des problèmes. Présentement, je chante. Vous savez quoi? Parce qu'on ne règle pas certains problèmes humains. Mais Sirius cet été, les rayons, on connaît ces rayons, sont de telle puissance. Ça fait longtemps qu'elle a pas fait ça. Et elle touche les gens démunis. On abordera la question des étoiles fixes, justement, qui est notre programme. Donc là, si on prend la troisième session, c'est la question de peut-on recourir à des facteurs qui n'ont pas de réel substrat astronomique? Alors, donc ça veut dire quoi? Ça vise à ce moment-là la question des... Alors c'est un long sujet, c'est qu'il n'y a pas de substrat astronomique, parce qu'on peut jouer sur les mots astronomiques. Il faut distinguer astronomique et méta-astronomique. Par exemple, si je dis
le zodiaque, par exemple, est-ce que c'est de l'astronomie, le zodiaque? Oui et non. C'est de l'astronomie. Pour un astronome, ça n'a pas la même réalité astronomique que, par exemple, Jupiter. C'est vrai. Hein, parce que le zodiaque, il y a l'écliptique, ça c'est incontestable, l'écliptique c'est incontestable. Le découpage de l'écliptique en un certain nombre de secteurs ou de constellations, on pourrait en discuter. Pourquoi y a-t-il, etc. En revanche, le fait que la Lune rejoint le Soleil à un certain rythme, ça c'est de l'astronomie. Donc il faut constamment distinguer. La conjonction, la lunaison, c'est de l'astronomie pure. Leur entrée du Soleil dans le Bélier, c'est de l'astronomie au 2e degré. Dans le Bélier, c'est de l'astronomie pure. Dans le Taureau, c'est au 2e degré. Voilà. Non, c'est au 3e degré. C'est au 3e degré. J'adore! Alors, c'est au 3e degré. Alors, il y a effectivement l'astrologie, c'est-à-dire que, comme on dirait en français, c'est moins pire. C'est-à-dire qu'effectivement, il y a l'astrologie, le zodiaque, quand il correspond avec l'axe équinoxial solsticial, c'est-à-dire les signes cardinaux, c'est déjà, c'est du 2e degré, mais le fait de dire qu'il y a en plus le taureau, les gémeaux, et qu'on redécoupe en plus les deux grands axes, en 12 signes, c'est du 3e degré. Hein, donc effectivement, il y a la conjonction Soleil-Lune, ça c'est du 1er degré. Le fait d'être, et encore c'est du 1er degré à condition de s'y intéresser, on pourrait en discuter, enfin disons pour simplifier, pour l'instant c'est du 1er degré. Le fait de considérer l'entrée le passage du Soleil sur l'équinoxe, c'est déjà un 2e degré, parce que d'abord ça ne s'observe pas visuellement, ça ne s'observe pas matériellement, c'est déjà un savoir météorologique. Mais si ça s'observe depuis l'âge de pierre, oui, on mais fait des menhirs, le Stonehenge, oui, oui, où on peut aligner le soleil oui, au solstice. mais visuellement, malgré tout cela, visuellement, il y a 100 fois plus de personnes qui vous parlent, qui reconnaîtront dans le ciel, c'est une plaisanterie, tout le monde reconnaît dans le ciel une pleine lune. Vous demandez aux gens, montrez-moi l'équinoxe de printemps, pour eux c'est une abstraction. Mais c'est la même chose pour la rondeur de la planète. Ouais. Il y a combien de gens qui observent vraiment que la Terre est ronde? On leur a dit à l'école. Oui. Ben voilà, c'est ce qu'on appelle la méta-astronomie. La méta-astronomie, c'est-à-dire qu'il ne faut pas faire une sorte de fétichisme de l'astronomie, en disant tout ce que les astronomes... Alors il y a aussi, on ne peut pas entendre méta-astronomie, par exemple le fait que telle planète s'appelle comme ceci, c'est de la méta-astronomie. Le nom donné à la planète, c'est de la méta-astronomie, c'est pas de l'astronomie. Hein, faut bien C'est comprendre. comme le nom donné aux ouragans. Donc voyez-vous, il y a des degrés, pour revenir toujours à l'astronomie, il y a des sortes de degrés comme ça. C'est de l'astronomie, mais pas au même niveau, pas avec la même intensité, pas avec la même densité. Hein, il y a la densité première qui est vraiment le corps planétaire qui est là, qu'on peut voir, etc., ou deux planètes qui se rejoignent à un moment donné, qui s'alignent. Ça, on est dans quelque chose de très concret. Et puis, il y a des formes d'astronomie qui sont, on va donner ce nom-là à la planète, on va attribuer ce dieu-là à la planète, ou on va découper le cycle de la planète en 12 secteurs. C'est déjà une forme d'astronomie, de sous-astronomie ou d'hypostase de l'astronomie, de ramification de l'astronomie. C'est pas le même degré. Vous voyez, constamment, depuis le départ de ce colloque, on voit qu'il y a un processus, à un moment donné, il y a un facteur de réalité intensive, puissante, et après on voit que les choses se ramifient en même temps que leur réalité est de plus en plus subtile, de plus en plus presque ineffable, voyez-vous. Et ça c'est un point qui à mon avis n'est pas assez mis en avant en astrologie, c'est-à-dire l'idée qu'il y a des choses très concrètes, très fortes, des points d'impact, des points de départ qui sont très forts, etc. Et puis après, ça se complexifie, ça se devient plus... C'est pas forcément moins fort, parce que comme un événement, si on prend le Saint-Laurent, la source du Saint-Laurent, elle est moins évidente à regarder que l'embouchure du Saint-Laurent. Hein. Donc, effectivement, le point d'arrivée peut être beaucoup plus lourd, beaucoup plus fort, comme pour 2001, par exemple, où le point d'impact j'emploie le mot point d'impact à tort, le point d'impact, la finalité de ceux qui ont mis en place le système de destruction des tours, il est probablement beaucoup plus ancien que le moment où ça se produit. Ils ont probablement ça. Peut-être il y a des gens qui disent qu'ils ont mis 6 mois pour élaborer leur plan. Alors, donc, et inversement, ce moment si crucial aurait pu être évité. Non. Que le projet...
Pas data, mais je veux dire, sur le plan purement rationnel, il y aurait pu, si le système de vigilance, de surveillance avait Ça, été mais vous savez, je vous l'ai dit, plus élaboré, ce plan aurait pu avorter au dernier moment. Et à ce moment-là, il aurait pu avorter à un moment, il a peut-être suffi d'un rien, peut-être d'une négligence à un moment donné pour que l'événement se produise. Est-ce que l'astrologie doit être tributaire de ce petit rien qui fait que l'événement a lieu ou pas? En revanche, le moment où ça a été décidé, ça c'est de l'astrologie. Le moment où ça a abouti, ça c'est pas de l'astrologie. C'est comme le moment d'un coup de foudre entre deux humains, puis ils se marient 6 mois après. Mais l'important, c'est de trouver qu'ils ont eu. Et voilà. Exactement. Par contre, une chose auquel, ce que je vois dans votre discours qui serait nécessaire de préciser, c'est que vous faites des degrés de visibilité ou des degrés de réalité. Et vous dites premier degré, c'est ce qu'on voit évidemment, c'est ce que tout le monde voit. Deuxième degré... Ah non, non, pas du tout. Par exemple, dans la conception, tout le monde ne voit pas la conception. Non, mais c'est beaucoup plus subtil que ça. Au contraire, le premier degré, c'est parce que... J'ai jamais dit que le premier degré, c'est celle que tout le monde voyait. Ok, laissez-moi finir mon idée, parce que... Laissez-moi finir mon idée, parce que peut-être que vous avez mal compris. Ne dites pas que c'est moi. Dites que c'est vous, mais pas moi. Non, d'accord, parce que moi je comprends, mais le point que je voudrais préciser surtout, c'est que... Parce que quand vous passez du premier degré, donc le degré, donc la Lune, Jupiter, des choses qu'on voit, puis après ça, le deuxième degré, c'est quand vous dites, mettons, que le Soleil passe sur le point équinoxial ou solsticial. C'est un point, quelle est la différence entre les deux? Comme disait Axel, on le voit, sauf que pour le voir, il faut mesurer précisément la longueur du jour, quand est-ce que le jour se lève, quand est-ce qu'il se couche, et là, on voit, c'est visible, c'est observable, mais c'est une observation plus subtile. Maintenant, il y a une autre chose, quand on passe de ce que vous appelez le degré 2 ou le degré 3, il y a quelque chose qui est important au niveau de la théorie, du fondement théorique de l'astrologie, c'est qu'on fait intervenir une convention, qu'on va diviser ça en 12. C'est parce que le chiffre 12 a une signification, dira-t-on symbolique, qui avait laissé comme d'où qu'on veut, mais qui a une signification spéciale, qui elle n'est pas astronomique en tant que telle. Il y a quand même la Lune qui rencontre 12 fois le Soleil par an. C'est peut-être pas par hasard non plus. Excusez-moi, je parle en tant qu'historien. Donc on pourra revenir là-dessus, mais c'est pas... raison. Mais on aurait pu le dire en 5, vu que le cycle solivénusien forme un pentagramme parfait. On aurait pu donc différer. Mais en tout cas, on a préféré le nombre 12. Il y a une raison. Alors, quelles sont ces raisons? Mais c'est une autre dimension de recherche que la dimension purement astronomique. Et ça, c'est là-dessus que je voulais disons, pointer au moins. C'est ce phénomène-là que je voulais pointer. Alors, dans ce sens de point, donc je réponds que non. Mais c'est le problème intéressant de l'origine du zodiaque. Parce que tout à l'heure, j'ai dit qu'effectivement, c'était une convention, mais c'est une convention qui a une histoire. Qui a une histoire, effectivement, une histoire assez inquiétante d'ailleurs. C'est-à-dire qu'effectivement, on ne va pas revenir sur l'histoire du zodiaque, mais malgré tout, il y a des choses à dire. Effectivement, apparemment, il y a eu une projection du plan solilunaire sur le plan jupitero-saturnien, si vous voulez, pour simplifier, n'est-ce pas? Quand on est passé de cette astrologie 1 à l'astrologie 2, c'est-à-dire d'une astrologie Soleil-Lune, où il y avait déjà ce facteur 12, n'est-ce pas? Le facteur 12, 12 rencontres, ou 12 ou 13 rencontres Soleil-Lune. Bon. Quand on a construit l'astrologie numéro 2, on a transposé les structures d'astrologie numéro 1 sur l'astrologie numéro 2. Donc on a transposé ce découpage Soleil-Lune sur d'autres... On a gardé le découpage Soleil-Lune, mais on n'était plus avec Soleil-Lune. Et on l'a proposé pour Jupiter-Saturne, par exemple. Voyez-vous ? Et à ce moment-là, c'est devenu quelque chose de plus abstrait que le point de départ originel, effectivement. C'est-à-dire que on a récupéré, c'est classique, on a récupéré les structures du stade 1, on les a gardées au stade 2. C'est-à-dire qu'il y avait un découpage il y avait 12 conjonctions Soleil-Lune, et bien on va dire, voilà, eh bien le cycle Jupiter-Saturne, on va le diviser également en 12. N'est-ce pas? Mais évidemment, ça ne correspondait à rien, puisque Jupiter ne rencontrait pas 12 fois, et c'était même pas possible. Mais on a gardé ce principe, c'est-à-dire qu'on a introduit du solilunaire dans le système jupitero-saturnien, si vous voulez. C'est-à-dire que quand on a commencé à s'intéresser, je répète encore une fois, qu'on a découvert les planètes que tardivement. Donc on connaissait le Soleil et la Lune. On était donc habitués, comme disait notre ami, j'allais dire Huxley, je ne sais pas pourquoi, Axel, on était habitués depuis très longtemps, c'est même ce que j'appelais de la proto-astrologie, c'est même pas de l'astrologie, il y a une proto-astrologie qui était déjà solilunaire,
où il s'agissait pas, où il n'y avait pas de codes spéciaux, c'était le soleil, c'était les 12 soleils, c'était les 12 mois, chaque soleil correspondait à une tonalité particulière. Bon, ça c'est toute l'histoire de notre premier zodiaque, qu'on retrouve d'ailleurs entre parenthèses dans les almanachs. Hein, si vous lisez, moi je suis un grand lecteur d'almanachs, les almanachs de la Renaissance, les très régisseurs du duc de Berry, vous avez les 12 mois de l'année qui correspondent chacune à une tonalité particulière. Ça c'est notre zodiaque tel qu'on le connaît encore aujourd'hui, mais sous une forme souvent déformée. Aimez-vous les vieux calendriers? Énormément. J'ai quand même fait plusieurs thèses d'État sur ces questions-là, donc je connais bien la question de l'iconographie médiévale ou de la Renaissance. Bon, mais à partir de là, on a transposé, et d'ailleurs entre parenthèses, je vous signale que l'axe Saturne-Lune est très intéressant. Saturne, c'est la nouvelle Lune, en fait. La nouvelle Lune. C'est-à-dire que Saturne a les mêmes éléments numériques que la Lune. Donc on est passé de 28 jours à 28 ans, de 7 jours à 7 ans, etc. Donc effectivement, la grande révolution astrologique, c'est d'inventer un système où on transpose à une autre échelle de temps, parce que ce qui est important, je ne sais pas si vous le savez, élire quelqu'un pour 4 ans, c'est pas la même chose que de lire pour 1 an. Au bout de 7 ans. Donc organiser, voilà, c'est septennat, maintenant on n'a plus septennat en France. Organiser le temps à un autre rythme, une autre respiration du temps. Donc l'astrologie finalement, parce que moi j'ai fait sciences politiques au départ dans ma formation droit constitutionnel, donc effectivement, on a gagné en passant d'une logique temporelle Soleil-Lune à une logique Jupiter-Saturne, on a gagné un temps énorme. Au lieu d'organiser notre vie, de planifier notre vie sur la base d'un mois, d'un an, on l'a planifié sur la base de 7 ans, par exemple. Pour prendre le cas de Saturne, on va revenir sur un autre détail. Mais, donc au départ, c'est une construction, c'est du droit constitutionnel, si vous voulez, pour dire les choses comme ça. L'astrologie est née dans un champ juridique, plutôt que dans un champ scientifique. C'est un champ, vous savez qu'il y a les grands juristes, les Babyloniens étaient des grands juristes, n'est-ce pas? Il y a des tables, on a retrouvé des tablettes juridiques très anciennes, Hammurabi, le code d'Hammurabi, etc. Donc c'est un système juridique axé, cosmo-juridique si on veut, axé sur la forme de configuration astrale. D'ailleurs le calendrier lunaire servait déjà à scander la vie. Il y avait des choses, la nouvelle lune déterminait un rythme de vie, etc. Bon. Voilà. Donc, on a transposé la grande révolution de la vraie astrologie, c'est-à-dire que l'astrologie numéro 2, parce que la troisième c'est autre chose, la première c'est encore autre chose, la numéro 2, la grande révolution c'est d'avoir gagné du temps. C'est-à-dire d'avoir permis à la société humaine de ne plus fonctionner sur un rythme annuel, mais sur un rythme de 4 ans, de 7 ans par exemple. Donc on a multiplié par 7 le champ d'organisation du temps. Et ça c'est l'apport principal de l'astrologie en vérité. Mais cet apport principal, il s'est fait sur des configurations précises. Il ne s'est pas fait sur le zodiaque. Parce qu'entre parenthèses, chers amis, le cycle saturnien, et là, on rentre dans la fameuse question du débat sur tropicaliste, sidéraliste, stellariste, etc. Alors, il y a 3 familles là. Moi, j'appartiens à la 3e famille. Il y a la famille des tropicalistes qui considère que ce qui est essentiel, c'est les axes équinoxiaux-solsticiaux. Il y a la famille des sidéralistes, et d'ailleurs notre ami, là, Jean-Paul Michon, il est tropicalo-sidéraliste, enfin, il a fait une combinaison des deux, ça s'appelle son double zodiaque. Mais des fois, c'est le fun de s'occuper des deux. Moi, je le fais, puis c'est ce que je fais dans mon livre d'astrologie. Voilà, on va en parler dans votre entretien. Alors eux, ils préfèrent quand même avoir un côté plus corporel, c'est-à-dire ils disent oui, mais finalement, enfin moi je ne veux pas trahir leur pensée ou la caricaturer, mais enfin ils disent voilà, il y a au moins un point de départ du zodiaque qui doit correspondre à une étoile, quelque chose de concret, pas un axe équinoxial, solsticial, saisonnier, mais à une étoile précise qui aurait déclenché, à partir de laquelle on peut organiser l'ensemble du zodiaque. Bon. Mais ça veut dire qu'en dehors de cette étoile-là, c'est comme un découpage relativement enfin, il y a les sidéralistes constellationnistes qui s'intéressent au découpage actuel des constellations. Il y a les sidéralistes qui ne s'intéressent qu'au point de départ du zodiaque et après ils découpent en 30 degrés. Enfin, il y a toutes sortes de degrés, encore une fois, etc. Et puis il y a les stellaristes qui sont les plus rares, dont je suis un spécimen, particulièrement bruyant. C'est-à-dire qu'effectivement, qui considèrent que l'important, ce sont les aspects entre les planètes et les étoiles. Et donc, ils ne tiennent pas compte du zodiaque.
Je comprends. C'est-à-dire qu'effectivement, il n'y a pas de question de précision des équinoxes ou pas. Quand je dis par exemple Saturne transite à Aldébaran, il transite à Aldébaran. Il n'y a pas de savoir si c'est dans la constellation machin ou dans le signe etc. Il y a une étoile qui est visible, il y a une planète qui est visible à ce moment-là, elles sont ensemble, elles sont alignées, point final. Il n'y a plus de méta-astronomie, de découpage dans telle et telle constellation, est-ce qu'il est entré dans telle constellation, est-ce qu'il est entré dans telle, etc. Donc ça, ce sont les stellarismes, et ça, c'est la nouvelle conception, le nouveau paradigme astrologique, c'est-à-dire qu'effectivement, on va s'intéresser, et ça nous renvoie d'ailleurs au débat de tout à l'heure qu'on avait annoncé, mais alors on en parle dès maintenant, la question de pourquoi les astrologues ont-ils abandonné en cours de route les étoiles fixes. Monsieur, je vais vous dire une chose. Les étoiles fixes, là, moi, la façon dont je fais mon livre, chaque année, je dis Sirius est conjoint à Mars, ou Sirius est opposé à Pluton. Et ça donne des résultats, des fois, que pas nécessairement selon l'astrologie straight, mais ça fait penser à des choses, ça subtilise le cerveau, faire ça. Moi, je ne fais pas toutes les étoiles comme vous, mais... Non, pas non plus, je dis. Non, mais ce que je veux dire, c'est... Non, mais ce que je veux dire, c'est que je veux dire, non, je ne fais pas toutes les planètes, vous comprenez, mais des fois, de voir que Sirius va être conjoint à Mars, ou ça va être correct, qu'importe, moi, ça m'ajoute quelque chose. Oui, vous avez un instinct, vous retrouvez... En fin de compte, la grande question, au niveau de la... Moi, j'aimerais pas dire quelque chose sur la médiumnité. La grande question, finalement, c'est peut-être d'essayer de se remettre dans la peau de ceux qui ont créé l'astrologie, en fait. D'essayer de comprendre comment, dans quelles conditions ils l'ont fait, pourquoi ils l'ont fait, pourquoi faire ils l'ont fait. Moi, c'est ce que j'essaie constamment de faire, de me remettre dans la peau, de dire qu'est-ce qu'ils avaient. Premièrement, je reviens à ce que je disais, les besoins, les connaissances. Qu'est-ce qu'ils savaient, de quoi ils avaient besoin? Et moi, je réponds, ils n'avaient pas besoin de grand-chose. Toujours la question de l'astrologie minimaliste, parce qu'il y a des astrologues minimalistes et maximalistes. Moi, je suis un stellariste minimaliste. C'est-à-dire qu'effectivement, moi je dis, bon, ils avaient besoin, comme on dit aujourd'hui, par exemple, quand on organise par la société américaine, nord-américaine, ils ont besoin d'un système où il y a tous les 4 ans une élection, et puis voilà, ils n'ont pas besoin que tous les 3 mois il y ait des élections. C'est vrai. Hein, ils n'ont pas besoin de ça. Donc pourquoi nous, moi je pense que l'astrologie, elle est née avec l'idée qu'on allait baliser comme ça tous les temps des moments importants, des moments forts, et puis c'est tout. L'idée que maintenant, il faut rajouter que tout là. Et je vais revenir sur le mot prêtre qu'avait utilisé. Moi, je dis, il y a les prêtres et il y a les fils de prêtres. C'est-à-dire qu'en fin de compte, la théorie que je vous mets dans les pattes, c'est-à-dire qu'effectivement, ce sont les prêtres qui étaient les premiers, qui étaient les agents, en quelque sorte, de ce processus astrologique, et ils formaient une caste bien précise, bien limitée, avec donc ils avaient des enfants, etc. Et en fin de compte, ils ont éduqué leurs enfants par rapport à un certain nombre de normes cosmiques qui se sont finalement transmises. Et en fin de compte, pour faire écho à ce que je disais depuis le début de cette réunion, en fin de compte, quelque part, ceux qui seraient les plus sensibles aux influences cosmiques seraient les fils de ces prêtres. C'est-à-dire que ce sont les prêtres. Les prêtres n'auraient pas simplement veillé aux lois cosmiques, ils auraient imposé un mode de vie, non pas à l'ensemble de la société, mais à leur famille, à leurs descendants, comme il y a des princes, etc. Ce sont des dynasties. Vous savez, entre prêtre et roi, c'est la même chose, plus ou moins quelque part. Hein, le roi, c'est une forme de prêtre. Il y a toute une logique dynastique qui serait, en quelque sorte, porteuse. Ce serait ceux-là qui seraient, ce serait dans les descendants de ces dynasties-là que nous aurions le corps de ceux qui sont les agents encore aujourd'hui entre nous et le cosmos. Ce sont eux qui percevraient, qui capteraient directement les processus cosmiques, et après, par leurs actions, par leurs mouvements, les mouvements qui seraient déclenchés effectivement par ces processus-là et par ces signes cosmiques, eh bien, ils entraîneraient derrière eux toute l'humanité. Voilà, c'est ça aussi un autre schéma. Mais comment les repérer maintenant? Ah ben, je vais répondre à ces questions, si vous voulez. Est-ce qu'il y a un écrit où tu as exposé ce fascinant scénario? Oui, ben vous avez mon site grandeconjonction.org. Oui, mais il y a beaucoup de choses dans Eh bien, écoute, je préciserai ça, mais il n'y a pas de problème. Je l'ai écrit noir sur blanc dans des dizaines d'articles, c'est pas le problème. Sans parler du forum que nous avons astrosceptique. Il n'y a pas de problème concernant mes textes sur ce sujet. D'ailleurs, c'est très facile. Vous faites Google Heilbronn, étoile fixe, et automatiquement Google vous dit tous les articles que j'ai faits sur ce sujet.
Et même, ça veut dire que moi je suis googlisé à mort, donc il n'y a pas de problème. Vous mettez mon nom, vous mettez un mot, qu'est-ce que Heilbronn a dit sur ce mot-là, et il vous dit tout ce que j'ai pu dire. Donc moi j'ai petit, à la différence de M. Doll, moi je suis très, très internet, donc j'ai peu publié sur papier depuis pas mal d'années. Et donc moi, c'est un avantage et un inconvénient. Moi, pour me connaître, c'est pas la peine de lire mes livres que j'ai écrits il y a 30 ans. Il vaut mieux, parce que moi j'ai des gens qui disent, mais vous avez écrit en 76 telle chose. René Kobi me dit, vous avez écrit en 76 il y a 33 ans telle chose. Répondez, expliquez-moi pourquoi vous avez écrit ça. Je lui dis, écoutez, moi ce que j'ai écrit en 76, c'est plus mon sujet, c'est plus mon problème. Je ne suis pas responsable de tout ce que j'ai pu écrire il y a 30 ans ou il y a 40 ans. Dans notre société actuelle, comment les reconnaître? Ah voilà. Alors, bonne question, à laquelle j'ai répondu d'ailleurs hier aux sceptiques qui m'ont mis sur la sellette. Ils m'ont posé des questions. Il y avait notamment M. Hamel, puis le président, tout un ensemble de gens. D'ailleurs, celle est venue un peu plus tard, et vous étiez là aussi un petit peu. Comment reconnaître, mais je crois qu'on est un petit peu... Je crois que ce que je propose, c'est qu'on continue notre premier colloque, et après on fasse un deuxième colloque quand on aura un petit peu épuisé. Mais moi je peux répondre, si vous voulez, de façon extrêmement concrète, de la même façon qu'il faut tenir compte de facteurs concrets au niveau cosmique, il faut chercher des facteurs concrets au niveau humain. C'est-à-dire pas d'état d'âme, pas de je sais pas quoi, pas de symbolique, etc. Des choses concrètes. Et qu'est-ce que c'est que du concret au niveau humain qui fasse pendant au concret sur le plan cosmique? Donc on a bien dit, le cosmique c'est du cyclique, hein, c'est du cyclique, c'est-à-dire qu'il y a des signaux, et entre parenthèses, je voudrais quand même qu'il n'y ait pas de confusion, notamment avec M. Meyer, c'est-à-dire qu'effectivement, quand je parle de cyclique, le cyclique, c'est à la fois de l'astronomique, mais ça n'en est pas complètement. Parce que c'est ce que j'appelle le niveau zéro. Parce que quand je dis par exemple que j'attache de l'importance à le fait que telle planète soit configurée avec telle autre planète, c'est de l'astronomie. Mais pour un astronome, ça ne veut rien dire. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire que, vous comprenez ce que je veux dire, c'est comme ça, c'est encore le niveau zéro. C'est-à-dire qu'effectivement, il faut bien comprendre que si, par exemple, je dis, moi j'attache de l'importance à la conjonction A avec B, c'est de l'astronomie. Mais en même temps, pour un astronome, il va dire, mais moi, c'est pas plus important qu'autre chose. Pourquoi vous attachez l'importance à ces facteurs-là? Donc, oui, donc on peut encore aller encore plus loin dans la même quand moi je suis conscient que quand je dis que je m'intéresse à la conjonction Saturne à Aldébaran, c'est de l'astronomie et c'est visuel, etc. Mais c'est quand même arbitraire. L'objectif, dans le fond, de l'astrologie, c'est de comprendre et d'analyser ce qui s'en vient, par rapport avec ce qui s'est passé avant, ce qui se passe aujourd'hui, ce qui va aller dans l'avenir. Peu importe la technique qu'on utilise, dans le fond, que ce soit le tropical, sidéral ou stellaire, dans le fond, ce qui est important, c'est d'être à l'aise avec ce qu'on fait et de reconnaître que ce qu'on voit a fonctionné dans le passé est représentatif du présent et donc garant de l'avenir d'une certaine manière. Et je pense que où est-ce que je voulais en venir précisément? J'ai pas très bien compris. Parce que, effectivement, là, vous nous a ce que je veux dire, c'est qu'on met l'accent sur un tel élément, une telle configuration, etc. Dans le fond, c'est peut-être pas nécessairement une technique précise qu'il faut regarder, mais laquelle nous appartient. Non, mais d'accord, mais ça, c'est un autre sujet que vous abordez, M. Aubry. C'est-à-dire que ça, c'est un autre problème, d'ailleurs, sur lequel je veux bien parler. On peut tout à fait consacrer un deuxième colloque à ça. C'est-à-dire le travail de l'astrologue, comment l'astrologue travaille, qu'est-ce qu'on attend de lui. Moi, je peux en parler indéfiniment, il n'y a pas, c'est un autre problème. Mais je voudrais quand même répondre à la question de Madame Allais. Mais vous avez raison, mais ça, c'est notre sujet. Qu'est-ce que fait l'astrologue avec la demande qu'on lui propose? Si on a le temps, parce qu'on a encore un certain temps, on va peut-être aborder ces questions-là. Je voudrais vous dire une chose. Quand je fais mon livre annuel, et que je vois Aldébaran, Trigone, Jupiter ou conjoint, qu'importe, ben vous allez trouver ça marrant, peut-être. Hein? Mais je me sens encore plus astrologue. Oui, mais vous avez raison. Moi j'aime bien, il y a des astrologues qui ont l'intuition de l'astrologie. C'est ça que je trouve bien. C'est-à-dire qu'ils se sont branchés. Moi je pense que Mme Allais, elle est branchée sur un niveau d'astrologie qui est un peu assez proche du mien d'ailleurs. C'est une sorte de rapport médiumnique avec une astrologie qui a disparu en fin de compte. J'étais-tu fille de prêtre, moi, il y a 20 minutes? Ce que je veux dire, c'est justement par rapport à cet élément-là, c'est sûr que, bon, Madame Allais, c'est technique, ça va bien, vous aimez ça, c'est votre passion, et ça fonctionne merveilleux, c'est là que je veux en venir. C'est que l'important aussi, c'est quand même que ça fonctionne
fonctionne. Mais monsieur Aubry, si on est là pour dire qu'on est tous contents avec notre façon de travailler, c'est pas un colloque. On l'a dit, bon, vous l'avez dit, on l'a dit, bon d'accord. Parlez-moi des fils de prêtre. On est d'accord là-dessus. Bon, chacun est content avec sa façon de travailler. On n'est pas là pour ça. On n'est pas là pour ça. Parlez-moi des fils de prêtre. Bon, moi je voudrais répondre à la question de madame, la question très heureuse, très heuristique de madame Allais, à savoir comment j'étais interrompu, je ne sais pas pourquoi, je disais, effectivement, il y a des phénomènes concrets sur le plan cosmique, cherchons des phénomènes concrets sur le plan humain. Sur le plan, alors déjà, par rapport à ce que je disais à madame Cousin, le concret, c'est l'être humain. C'est l'être humain. Alors, mais l'être humain, quand il y a des êtres humains qui sont animés, ça engage toute une société. C'est vrai. Hein? Donc c'est ce qu'on appelle le corps social. Moi je distingue le corps physique, le corps social. Nous gérons à la fois notre corps physique parce que ce que nous récupérons, ce que nous mangeons, et nous interférons avec le corps social parce que nous parlons, parce que nous disons. Donc nous sommes l'être humain et notre surmoi gère l'interface entre le physique et le social. Alors effectivement, moi j'en ai d'ailleurs dit tout à l'heure, j'ai dit, vous n'étiez pas là. J'ai dit, le mouvement est important. C'est-à-dire, le mouvement, ce que j'appelle un état d'apesanteur spatio-temporel. C'est-à-dire, le moment où les cloisonnements dans le temps et dans l'espace se dissolvent. Parce que vous savez qu'il y a toujours un moment de ce qu'on appelle un problème d'involution. Il y a un moment donné où le signal est simple et il se complexifie. Et à force de se complexifier, on ne le reconnaît plus. Il faut bien comprendre. Un concept qui se marre, par exemple, si moi je fais des enfants avec 20 femmes différentes, on ne les reconnaîtra peut-être pas facilement, au bout du compte. Si vous utilisez le même concept, la même politique dans 20 pays différents, à un moment donné, on ne va peut-être pas les reconnaître, on ne va même pas voir que c'est la même politique qui est derrière tout ça. Donc à un moment donné, le concept sous-jacent, ou la conception sous-jacente, ou la semence sous-jacente, elle n'est pas facile à reconnaître. Donc il faut régulièrement, périodiquement, on remette en évidence le concept central, comme on disait tout à l'heure, pour ne pas se perdre dans des ramifications infinies. C'est là l'enjeu de nos réunions, c'est à certains moments de recentrer les choses. Parce qu'à un moment donné, à partir du moment où elles sont... À un moment donné, après il y a une sorte de... Elles se dissolvent. Et plus elles se dissolvent, moins on comprend ce qui se passe. Elle s'incarne dans la réalité, mais elle s'incarne avec une diversité extrême de manifestations. Donc l'intérêt, c'est périodiquement, si l'humanité n'était pas capable périodiquement de se recentrer, n'était pas capable périodiquement de retrouver ces concepts de base, on n'en serait pas où on en est. C'est parce qu'il y a toujours un réajustement périodique des choses qui se fait, et où on dit, voilà, attendez, ça s'est multiplié, etc. Maintenant, recentrons, réunifions les choses. Donc, ça c'est le moteur principal. Le moteur principal, c'est des moments conjonctionnels de réunification de l'espace-temps. Parce qu'il faut aussi non seulement gérer l'unité de l'espace, mais l'unité du temps aussi. C'est-à-dire qu'il faut récupérer le temps passé. Il faut réintégrer le passé dans le présent. Il faut donc décloisonner l'espace-temps, décloisonner le rapport. Par exemple, Madame Allais, par exemple, et Monsieur Harvey, ils ne s'étaient pas vus depuis 40 ans, paraît-il. Ben, plus un bon 30 ans, bon, pas 40. voilà un exemple de réduction de l'espace-temps. Moi-même, en organisant ces réunions, j'ai permis à ces deux personnes de se retrouver 40 ans après. C'est ce que j'appelle, il y a une espèce de mouvement à la fois de quelqu'un qui se déplace dans l'espace et qui en même temps détermine des rapprochements dans le temps, et comme si le temps a été aboli. Vous avez offert l'opportunité qu'ils se rencontrent. Oui. Excuse, là, c'est une petite nuance. Apportez votre musique, c'est pas un problème. Dans ce que vous essayez de démontrer, là, je pense que vous avez offert l'opportunité à ces gens-là de se rencontrer. Ils auraient pu ne pas être là pour n'importe quelle raison. Mais ils sont là. Alors, c'est une opportunité qui est créée. Et ce qui se passe par la suite appartient aux différentes. Alors, pour répondre à votre... C'est le mouvement. C'est le mouvement. Parce que moi, il y a certaines personnes, à certains moments, il y a des signaux particuliers, périodiques, qui déclenchent sur certaines personnes qui sont programmées pour réagir et pour capter ces signaux, qui déclenchent chez eux un mouvement qui les amène à bouger, donc c'est un mouvement au sens behavioriste, c'est-à-dire que c'est pas de l'abstraction, ils bougent, ils voyagent, ils se promènent dans le temps, ils rencontrent un grand nombre de personnes, ils pollinisent,
Et effectivement, ça contribue bien évidemment à unifier l'ensemble. Voyez-vous, le mouvement est un facteur d'unification. Quand par exemple Obama ou tel président fait le tour de tous les pays, de tous les États américains, il va unifier, il contribue à l'unification par son déplacement même. C'est-à-dire qu'il donne un sentiment d'unité qui n'a été obtenu que parce qu'il a bougé beaucoup. D'ailleurs, donc finalement, pour répondre à la question de Madame Allais, Qu'est-ce qu'ils sont devenus les enfants des prêtres? alors, c'est des enfants des prêtres, à chaque génération, ces enfants de Ah, prêtres, ça s'est transmis tout le temps, tout le temps, tout le temps. ce sont eux qui ont été les canaux, les médiums, qui ont irrigué l'énergétique humaine, mais en même temps, l'énergétique non pas dans un sens de confusion et de désordre, mais dans un sens au contraire de recentrage. Donc, et la conjonction, c'est un recentrage. Et quand la conjonction se forme, le recentrage se fait, quand la conjonction se défait, eh bien progressivement, la conscience du concept central se dissout jusqu'à la prochaine conjonction. Donc il y a un redémarrage. Moi par exemple, si on prend mon cas personnel, qui est un peu bizarre, mais moi-même je m'occupe du milieu astrologique depuis 40 ans, eh bien en France, eh bien régulièrement, moi je rebondis comme ça, je relance des nouveaux projets, j'ai créé un guide astrologique, une autre fois j'organise des colloques, je joue un rôle d'unification, de rassemblement, qui marche ou qui marche pas. Enfin, dire qu'il y a, avec la grande question, c'est que le milieu astrologique est un milieu très particulier, mais on peut très bien imaginer, par exemple, j'ai une expression un peu idiote, mais imaginons par exemple, vous allez me dire que je suis un peu paranoïaque quand je vais dire ça, imaginons que je n'existe pas, par exemple, que je n'existe pas. Moi je vois autour de moi que personne ne fait ce que je fais. C'est-à-dire que moi par exemple, je bouge depuis un an, je suis allé dans 60 endroits différents, moi je vois personne faire la même chose. Donc ça veut dire que c'est pas si évident que ça, que tout le monde ne fait pas ça. C'est-à-dire qu'effectivement, il y a des gens qui font ça, ça en profite aux autres, mais il y en a très peu qui le font. Mais il suffit que quelques personnes le fassent. Vous savez par exemple que pour que une ville puisse fonctionner, il suffirait de 10 hommes pour 1000 femmes. C'est-à-dire il n'y a pas besoin d'un nombre inconsidérable d'hommes pour permettre à la procréation de se faire au niveau d'une population entière. 10 hommes peuvent permettre à 1000 femmes de faire des enfants. Donc ça aussi, c'est ce rapport de la conception à l'accouchement. Il suffit, c'est la notion d'économie. Effectivement, quand on est un homme, on a un sens aigu de l'économie. On sait très bien qu'un seul homme peut provoquer un très grand nombre de phénomènes, un très grand nombre d'enfants, etc. Quand on est une femme, on aurait tendance à dire oui, mais chaque enfant est important, etc. Moi, c'est un débat que j'ai constamment sur cette question-là. Et d'ailleurs, entre parenthèses, dans les colloques que nous organisons, on perçoit souvent dans les discussions des différences de sensibilité selon que c'est une femme ou un homme qui parle de l'astrologie ou de ces questions-là. Et ça fait partie du déterminisme psychique. Nous voyons les choses d'une certaine manière. Nous sommes programmés à... Je vous donne un exemple qui fait partie de mes recherches aussi. La question qui est une impression de temps, mais pas de psychochronologie. Par exemple, vous allez me dire, là, il y a 3 femmes pour 5 hommes ici. Hein. C'est effectivement, par exemple, moi je dis les femmes ont un sens aigu pour dire que les choses doivent s'arrêter, par exemple. C'est-à-dire que les choses sont abouties, sont arrivées à bout. Alors donc dans leur langage, dans leur rhétorique, c'est on peut plus, on doit arrêter, ça suffit, c'est fini, c'est assez, etc. Parce qu'effectivement, elles ont un rôle à jouer qui est celui, et ça c'est pas une question de thème astral, etc. Parce que là aussi, c'est un autre débat. Moi, je considère qu'il y a des facteurs fondamentaux en psychologie qui ne sont pas forcément à rechercher dans le thème astral. Et c'est pour ça que pour répondre à M. Aubry, moi je pense que l'astrologue doit aussi avoir un bagage psychologique qui ne doit pas forcément mettre à la sauce astrologique, hein, mais qui doit utiliser en même temps que l'astrologie. C'est pas la même chose. Et ça, c'est un autre débat qu'on pourrait avoir par la suite éventuellement. Les femmes disent on arrête. Rendu le mois, l'enfant vient au monde. Non mais vous pensez plutôt comme un homme, madame. Non, pas du tout. Le petit vient au monde. Non mais je sais, mais quand même vous avez... Peu importe. Alors, je pense qu'une femme qui est devant ça fait déjà une différence. Oui, mais en tout cas, ce que je veux dire, c'est que nous sommes programmés... Le solaire et le lunaire. Voilà, nous avons... Le solaire est en expansion, le lunaire est électrifié. Oui, sauf que monsieur Doll, alors ça, moi je suis là un peu pour provoquer... Monsieur, je ne crois pas à ça, on pense en femme, moi. Non, on pense. D'accord. Parce que moi, je vais vous dire une chose. Je suis étonné que la plus grande mathématicienne au monde, elle est à la NASA, elle a 37 ans, et c'est elle qui calcule les calculs avant que les fusées s'en rentrent dans l'espace. Qui aurait dit ça il y a 30 ans?
Moi, je pense ni femme ni homme, Bon, je pense... en tout cas, écoutez, de toute façon, je crois qu'il ne faut pas tout mélanger. On est dans une société, justement, quand on dit aux gens, les hommes et les femmes c'est pareil, on perturbe leur structure C'est pas mentale. pareil, mais il ne faut pas Donc mettre il ne faut pas non plus dire aux gens, A, c'est B, il faut mieux avoir conscience que les choses sont Mais différentes. je pense qu'il n'y a pas de noir ou blanc. C'est ça. On est tous Bon. grisonnants. N'empêche que dans la vie, il faut des gens pour dire que les choses doivent reprendre. Il faut des moments où on dit les choses doivent s'arrêter. Et ça, on peut pas être, comme on dit en français, on peut pas être au four au moulin. C'est les deux fonctions. Il y a une dualité, il faut l'assumer. Alors que, ne rentrons pas dans savoir si c'est des hommes ou les femmes, mais il y a des fonctions différentes et elles sont toutes les deux respectables. Par exemple, moi qui suis pianiste par ailleurs, à un certain moment, je me dis, tiens, mais je devrais peut-être arrêter ce morceau-là. Bon. Parce qu'il y a un petit signal qui me dit je peux arrêter. Mais je peux aussi dire non, j'arrête pas. C'est-à-dire qu'en fin de compte, c'est les raisons pour lesquelles on va dire on va reprendre ou on va pas reprendre, on va continuer ou on va pas continuer, on va arrêter ou on va pas arrêter, c'est des signaux, c'est des signes. Par exemple, quand une femme va vous dire moi je vais arrêter avec toi, eh bien elle a vu des signes. Oui. Ou plus exactement, elle a cherché des signes qui allaient dans ce sens-là. Et l'homme lui dit non, je trouve pas, il n'y a pas de raison. Et moi aussi, je vois des signes qui me disent que c'est pas que ça doit reprendre. Donc chacun voit, disons ce que je dis, c'est dans le domaine de la sémiologie, si vous voulez. Parce que finalement depuis le départ de cette réunion, on parle de sémiologie, des signaux. Et il y a des signaux qu'on capte, certaines personnes on ne va pas capter les mêmes signaux. Les signaux que la femme va capter, par exemple, ou que telle personne va capter, sont des signaux qui vont dans le sens qu'il faut arrêter. Donc elle va capter tout ce qui montre une fatigue, une lassitude, le fait qu'on est déjà allé en Il faut arrêter une guerre. Voilà, peu importe. Et puis, les autres personnes qui sont programmées pour réagir à des signaux du type « Ah, ce serait bien de recommencer », ils ne vont pas capter les mêmes signaux, parce que ce n'est pas les mêmes signaux. Donc eux, ils vont capter les signaux. C'est que chacun voit, comme on dit en France, midi à sa porte. Hein. C'est-à-dire que ceux qui sont programmés pour dire qu'il faut arrêter les choses, eh ben, ils vont capter les signaux qui vont dans le sens d'arrêter les choses. Ceux qui disent que c'est le moment de recommencer ou de reprendre de reprendre quelque chose, ils vont capter les signes qui vont dans ce sens-là. Donc c'est, vous voulez, pour vous dire que cette notion de signal, chacun est programmé pour capter certains signaux et d'autres pour capter d'autres signaux. Personne n'a tort ni raison. Chacun voilà, exactement. Il n'y a pas de guerre. Monsieur Gaëtan. Quels sont les signaux qui permettent de reconnaître en 2009 un fils de prêtre? Voilà. Je pense que j'ai répondu à ma question. Mais non, vous avez répondu. Bon, alors de toute façon, on ne répond jamais, on peut continuer à répondre. Je viens de vous répondre. Je répondrai qu'il y a deux types de signal. Il y a un signal qui aujourd'hui n'est pas connu, qui serait éventuellement, je dirais, une sorte d'électroencéphalogramme. Je vais reprendre les conclusions que j'ai données hier aux sceptiques. Je leur dis, voilà, vous prenez, d'abord, premièrement, vous savez, ça c'est une théorie qui est très chère à Gauquelin, Michel Gauquelin, à savoir que les astres n'agissent, ça c'est une des contributions de l'astrologie française, les astres n'agissent que pour une élite. Gauquelin disait clairement, les statistiques, Gauquelin disait clairement que ces statistiques ne marchaient que pour les gens qui avaient réussi de manière extraordinaire dans leur profession. Et il disait, si vous mettez dans mes statistiques des gens qui font cette activité professionnelle de manière quelconque, mes statistiques ne donnent que rien. Il le disait, c'est tout. Moi je le dis simplement. Bon, je dis simplement, de la même façon, moi je dis effectivement que il faut prendre des populations de gens qui sont particulièrement actifs sur le plan disons, du leadership, n'est-ce pas? C'est-à-dire qui sont des dirigeants d'entreprises, des directeurs qui sont des chefs de travaux, qui sont des leaders politiques, des leaders de communautés, etc. Et constater que ces gens-là, ils obéissent, ces gens-là, cette population particulière qu'on peut regrouper, statistiquement, au niveau de la probabilité, eh bien, ils vont réagir de manière particulièrement sensible aux configurations en question. C'est-à-dire dont on n'a pas parlé d'ailleurs jusqu'à présent, c'est-à-dire à certaines configurations particulières, sont notamment, pour vous dire les choses très clairement, la conjonction, les 4 conjonctions de Saturne pendant son cycle avec les 4 étoiles fixes royales, c'est-à-dire Aldébaran, Antares, Régulus et Fomalhaut. Bon, on montrait que ces gens-là, dans leur vie, mais uniquement ces gens-là, dans leur vie, cette population leader intellectuel, artistique, tout ce qu'on veut, population leader, est marquée spécialement par ce qu'on appelle la technique de la cosmocratie, c'est-à-dire ceux qui sont porteurs d'un pouvoir, sont ceux qui sont les plus
sensibles à ces signaux, etc. Bon. Maintenant, pour répondre encore plus précisément à votre question, je vous ai déjà dit tout à l'heure, monsieur, que ces personnes-là, et ça peut même être vrai pour un enfant de 15 ans ou de 7 ans, ça veut dire qu'à ces moments, au moment où ces signaux se produisent, imaginez par exemple, vous avez un groupe de gens, le signal se produit là, Saturne, machin, étoile. Au moment où ça se produit, c'est ce qu'on appelle en français sortir du rang. On sort du rang. C'est-à-dire que, voilà, on regarde, on prend une population complètement anonyme, complètement moyenne, et on voit qu'au moment où ce signal se produit, certaines personnes vont avoir des comportements inattendus, inhabituels, imprévus, c'est-à-dire qu'ils vont commencer à bouger. Ben, ils sont souvent célèbres. Ils vont non, mais quand ils ont 10 ans ou 15 ans, attendez, on est en train de parler justement des... Ils vont, quel que soit leur âge, quel qu'ils soient célèbres ou pas, parce qu'avant d'être... Ça c'est intéressant ce que vous dites, madame Allais, ça c'est typiquement féminin, excusez-moi. Avant d'être moi ça me fait penser à ma mère qui me disait, moi j'apprécierais ce que tu dirais quand tu auras le prix Nobel. C'est pas... Non mais c'est vrai, non mais elle disait ça. Elle disait ça. Il faut pas attendre, si les astrologues doivent attendre que les gens soient célèbres pour que... Bon, alors... Rétroactivement, effectivement, vous avez raison. Rétroactivement, il faut prendre les gens particulièrement actifs et connus pour ce qu'ils font, pour faire les statistiques. Mais en revanche, pour étudier d'un point de vue plus spécifique, c'est un autre créneau que je vous propose. Le premier créneau, c'est on prend un groupe très spécifique et on regarde s'ils sont plus marqués ça. Mais là, on prend un autre problème. On prend une population, un groupe de gens, par exemple, les astrologues, par exemple, tous les astrologues francophones, on prend par exemple 500 astrologues francophones actuellement. Non pas comme une population comme une autre, on pourrait prendre aussi les 1000 avocats canadiens ou québécois, peu importe. On prend une population donnée et on regarde on s'aperçoit que ceux qui sont on va dire à ce moment-là, ceux qui vont avoir à ce moment-là une réaction particulièrement marquée à cette configuration-là, sont marqués par cette configuration. C'est pas très compliqué à comprendre. Et qu'est-ce que c'est que cette réaction marquée? C'est ce que j'appelle le mouvement. C'est-à-dire qu'ils vont avoir une sorte de folie du voyage, de folie de bouger, de folie de circuler dans le temps et dans l'espace, d'aller voir des choses anciennes, etc. Il va y avoir des comportements spécifiques qu'on va pouvoir... Alors, c'est pour ça que je reviens à ma question tout à l'heure. L'astrologue n'est pas obligé d'avoir cette compétence-là. C'est ça qui est amusant. Comment? Je comprends pas. C'est-à-dire que l'astrologue, lui, il va être spécialisé dans ces gens-là, mais il n'a pas besoin d'être d'une. Il n'a pas besoin d'appartenir à ces gens-là. Non, il n'y a pas besoin. Voyez-vous, c'est ça que j'étais en train de dire tout à l'heure au début. C'est-à-dire que le spécialiste des fourmis n'a pas besoin d'être une fourmi. Moi, je peux par exemple, monsieur Aubry, par exemple, peut être spécialiste de ces gens-là qui sont marqués par ce signal-là, sans être lui-même marqué par ce signal-là. Bien au contraire, il peut tout à fait recevoir des gens. La grippe pour acheter du ciment. Exactement, il peut recevoir des personnes, voir dans leur vie si effectivement elles sont marquées par ces eaux-là. On ne lui demande pas, lui, d'être marqué par ces facteurs-là. Et c'est là aussi qu'il faut distinguer le travail de l'astrologue comme spécialiste de ces questions-là, comme spécialiste des gens qui sont marqués par ces facteurs-là. On ne lui demande pas, lui, d'être marqué par ça. Sauf que s'il l'est, puis qu'il est face à quelqu'un qui l'est, il va shaker, il va ressentir. Il y a du pour et du contre à l'être. C'est comme les gens qui sont atteints du cancer et qui sont de meilleurs cancérologues que ceux qui ne sont pas atteints du cancer. C'est un autre problème. Disons que ça n'est pas une obligation. Ce n'est pas une obligation. De même que, tout à l'heure, je parlais du tarot, à la limite, je peux très bien imaginer que quelqu'un qui n'a aucun pouvoir médiumnique soit un bon interprète du tarot. Parce que s'il a affaire à des gens qui, eux, sont doués pour le tarot. Parce que finalement, il faut que le client soit doué pour le tarot. Si le client, regardez par exemple, imaginons que je demande à quelqu'un, voilà, on va étudier votre vie, sortez-moi des cartes. Si ce type-là a un génie spécialement, il va me sortir des cartes qui vont correspondre exactement à son problème. Ah oui. Et donc moi, j'aurais plus qu'à regarder ces cartes. Mais c'est lui. Si lui n'a aucun talent, il va me sortir des cartes qui ne voudront rien dire. Absolument. Voyez-vous? Donc il faut pas. Donc une chose que j'ai voulu dire, et j'espère que Solange en profite, c'est aussi, puisqu'elle veut qu'on ait un colloque qui soit roboratif et intéressant, il faut bien comprendre qu'on n'a pas obligation. Si j'ai un bon client, de toute façon chacun le sait, si on a un bon client, les choses se font bien. Si on a un mauvais client, les choses ne se font pas bien. Un bon client, c'est-à-dire quelqu'un qui tire les bonnes cartes et qui fasse les faux sens, eh bien ça va aider l'astrologue ou le tarologue.
Maintenant, si le client est complètement nul, il va sortir des cartes qui n'auront qui n'auront pas d'intérêt. Alors peut-être que malgré tout, si l'astrologue, le tarologue est voyant, il va quand même pouvoir s'en sortir, mais c'est pas la même règle du jeu, il va rajouter peut-être autre chose. Ce que je veux dire par là, c'est que ce que nous avons dit aujourd'hui, c'est de l'ordre de la sémiologie astrologique. C'est-à-dire qu'effectivement, reconnaissant des signaux. Il y a des gens qui reconnaissent certains signaux et qui captent certains signaux. Voilà, nous sommes l'astrologie s'inscrirait dans une sémiologie générale, c'est une théorie générale des signaux. Et tous les signaux ne sont pas d'ordre astrologique, bien entendu, mais c'est une théorie qui étudie des gens qui, par exemple, tout à l'heure je disais, par exemple, le masculin et le féminin, par exemple, ça relève de la sémiologie. Si on considère que la femme est un être qui va avoir une capacité particulière à déterminer les signes et à capter les signes qui sont l'expression ce que j'appelle d'un surmoi de fin des choses, en disant voilà, ça ne peut plus durer, il faut que ça s'arrête, il faut finir, eh bien, ça n'a rien à voir avec l'astrologie, ce sont des signaux, mais entre parenthèses, ce que je voudrais dire aussi, c'est que, et ça j'ai eu un débat, ça nous renvoie à une question qui était tout à l'heure, pourquoi l'astrologue n'aurait pas dans son arsenal, à côté de son astrologie, d'autres connaissances qui sont liées à d'autres types de signaux. C'est sûr, évidemment. Voilà. Donc effectivement, moi par exemple, je forme des astrologues aujourd'hui qui, à la fois on leur donne une théorie des signaux cosmiques, mais on leur donne aussi d'autres théories d'autres signaux qui sont également utiles et qui vont permettre. Un autre signal, par exemple, entre parenthèses, c'est ce que j'ai appelé la stomatique, c'est-à-dire par exemple, alors, je vous signale entre parenthèses que la notion de signal est d'autant plus importante qu'elle est liée à la notion de prévision. Oui. Signal, prévision. Monsieur, comme on dit, vous n'avez pas perçu le signal que ceci ou cela se produisait ou allait se produire. Donc quelqu'un qui ne capte pas bien les signaux, il prévoit mal. Mais par exemple, en mondiologie, il faut connaître la politique et l'économique avant de faire de l'astrologie. Absolument. Oui, si on ne connaît pas, on ne connaît rien de la politique, regardez, l'astrologie, l'astrologue va être impuissant. Hein? Oui. Bon, la même chose pour l'astropsychologue, il faut que l'astropsychologue connaisse assez bien la psychologie pour parler d'astropsychologie. Il y a une chose qui est très étonnante. Oui, mais il faut pas. Le mot connaissance me paraît un petit peu général. Il faut qu'il soit capable de capter. Parce que, si vous voulez, je vais vous donner un exemple, pour prendre un peu le contre-pied de ce que vous dites, mais en même temps, je suis d'accord. Regardez, par exemple, l'ensemble du cosmos. Bon, d'une certaine manière, pour capter la configuration X, Y, Saturne, il faut capter l'ensemble du cosmos, pour savoir où elle est. Oui. Hein? Quand quelqu'un rentre dans cette pièce, il cherche Denise, il regarde. Il faut qu'il regarde tout le monde pour la repérer. Il ne va pas tomber tout de suite sur elle. Quand moi, je sais pas, maison que je suis intéressé, que mon psychisme soit intéressé par Saturne, il faut que je trouve Saturne. Il faut que je trouve, il faut que je sache où ça trouve Jupiter. Il faut que je retrouve, pour trouver une chose, il faut que je connaisse la totalité. Quelqu'un, par exemple, vous dites qu'effectivement, il faut connaître la politique, oui, mais il faut aussi s'y retrouver là-dedans. Il faut aussi capter les signaux significatifs. Il y a des gens qui reçoivent un ensemble de choses, mais ils ne savent pas très bien s'en sortir avec tout ça. Si tu connais la politique, tu peux capter des signaux, mais si tu ne connais pas la politique, tu ne vois pas ce qui se passe. Oui, mais c'est une condition nécessaire, mais pas suffisante. Non. Il faut connaître, mais si on connaît, mais qu'on n'a pas la programmation permettant de capter les signaux en question, ben ça n'ira pas beaucoup plus loin. De même que quelqu'un qui capte le cosmos dans son ensemble, mais qui n'est pas capable de capter les signaux importants, ça ne va pas plus loin. Il y a premièrement une connaissance générale du phénomène, et après on va trouver le signal particulier au sein de ce système. Et ça, c'est une condition justement, nécessaire. Par exemple, en ce moment, Saturne, d'observer Saturne est très important, parce que puisque Pluton est en Capricorne, son maître est Saturne, donc les mouvements de Saturne durant toute la période où Pluton va être en Capricorne, jusqu'en 2024, il faut surveiller Saturne, mais pas à peu près, parce que Saturne va déterminer comment Pluton se conduit. Puis il y a une chose, M. Albron, je voudrais vous dire. Moi, les signaux, j'en ai ça, vous parlez de ça. Mais il y a une chose avec laquelle je travaille beaucoup dans mes livres, c'est les hexagrammes chinois. Et savez-vous la chose qui me fascine de cœur et l'esprit dans les hexagrammes chinois, ma façon de travailler, savez quoi? C'est le yin du yang et le yang du yin. Ben oui, ça, j'ai la question de la dualité. Oh, j'aime ça. On ne peut pas se permettre de ne pas accepter la dualité. Hein. Ça fait ça comme ça tout le temps. Ça fait jamais ça. Ça fait jamais ça. Et plus Saturne, dans un signe de Vénus, qui s'en vient en balance, au carré de Pluton, dans un décan de Saturne, savez-vous ce que ça me dit, moi? Ça me dit, je vous l'ai dit hier à vous, Axel, la porte de plomb. Dans la société, il y a une porte de plomb qui s'ouvre, puis il y en a une autre qui se ferme. Mais c'est des portes de plomb
on ne peut plus ignorer des choses volontairement, niaiseusement. Moi, c'est ce que ça me fait à moi. Ça va être très régressif. Au point de vue juridique, ça va être très régressif. Oui. Alors, une question. Si un signal n'est pas astrologique, c'est-à-dire en fin de compte une énergie céleste, qu'est-ce qui est d'abord? non, mais par exemple, regardez, non, excusez-moi, j'étais en train de dire que, moi je travaille par exemple sur la diététique, par exemple. Non, ce que j'étais en train de dire, c'est qu'il y a des signaux qui ne sont pas astrologiques et qui sont. Nous sommes nous-mêmes, l'être humain est un être humain qui ne peut pas fonctionner sans signaux. Et nos récepteurs, puisqu'on parlait de cette fameuse histoire de la vue, visibilité, nos sens sont des capteurs de signaux. Hein, il ne sait pas que l'astrologie n'a pas le monopole de ces signaux. Par exemple, si par exemple, je décide de manger ou pas manger un plat, eh ben, c'est un signal qui n'est pas astrologique. C'est moi, c'est mon odorat, c'est mon goût qui me dit de ne pas manger. Et si je ne respecte pas ces affordissements que me donnent mes signaux, eh ben, peut-être que je vais manger un truc qui va me rendre malade. Oui, mais sur le plan de la connaissance, l'astrologie a la priorité. C'est la première des sciences. C'est la science du temps. Voilà. Et le temps n'est pas uniquement le monopole de l'astrologie non plus. Il faut faire attention, en fin de compte, entre nos outils qui nous permettent, en fin de compte, de se véhiculer dans un environnement matériel, c'est-à-dire sur Terre, qui est eux-mêmes, en fin de compte, une traduction des énergies célestes, en fin de compte. Oui. C'est une matérialisation d'eux. Oui. Donc, à mon sens, la source première, en fin de compte, doit toujours être cosmique, si on peut dire. Mon point de vue est exactement inverse du vôtre sur ce sujet. Pour moi, l'astrologie s'est constituée à un moment où déjà l'homme avait déjà, heureusement d'ailleurs pour lui, il avait déjà établi tout un ensemble de signaux au niveau terrestre, et il a voulu créer un super signal, rajouter dans sa panoplie de signaux un signal cosmique. Mais je suis un hyper humaniste, je ne veux pas. Moi, je considère que l'astrologie, à la différence de pas mal d'entre vous, l'astrologie, elle a une historicité, c'est-à-dire qu'elle n'est pas l'astrologie. Et quand je dis astrologie, c'est pas non seulement le savoir, mais la réalité astrologique. La réalité astrologique n'a pas toujours existé. C'est la plus belle conquête de l'homme, comme on dit généralement pour le cheval. Ça, vous ne pouvez pas le dire, M. Aldron, parce que si ça a commencé en Atlantide, vous n'étiez pas là, puis à l'heure actuelle, des connaissances que nous avons de l'histoire, nous ne savons pas précisément ce qui a été vécu en Atlantide. Non, mais même ça me gêne pas. Si les Égyptiens pratiquaient l'astrologie avec autant de virtuosité, c'est parce que, comme on sait qu'ils venaient d'Atlantide, eh bien, on peut supposer que l'astrologie, elle vient de là, mais sauf que dans la nuit des temps, on ne sait pas. Donc, on ne peut pas affirmer que l'astrologie on a le droit, dans les congrès scientifiques, il y a ceux qui pensent au Big Bang ou pas, on a le droit dans un colloque d'astrologie d'exposer différents modèles, c'est tout. Bon, moi j'expose, il y a la théorie de l'astrologie qui est une sorte de structure universelle. Je vais répéter encore une fois la doxa, qui n'est pas celle la mienne, mais pour qu'on sache à quoi je m'impose. Effectivement, aujourd'hui, le modèle dominant en astrologie, c'est de dire, voilà, les hommes, il y a une sorte de réalité astrologique universelle, totale, qui a toujours existé, dans lequel l'homme n'a fait qu'essayer de comprendre comment ça fonctionnait, etc. Voilà. Moi, je dis, non, abandonnons ce modèle, on va passer à un autre modèle, où, bien évidemment, le cosmos préexiste, les énergies préexistent, mais l'homme a structuré ce cosmos, il a structuré, ça veut dire qu'il a déterminé un certain nombre de signaux, très peu nombreux, parmi les millions de signaux possibles, les millions de configurations possibles, il en a choisi qu'un nombre hyper limité. Hein. Donc ce choix, parmi tous les signaux, même quand on parle dans une langue, quand nous parlons en français, nous n'utilisons pas la totalité des possibilités du langage. Il y a des vibrations qu'ils utilisent dans certaines langues et que nous n'utilisons pas. Chaque langue choisit certaines sonorités et pas d'autres. Hein, les Chinois et les Africains, ils ont des sonorités qu'on n'utilise même pas. Et inversement, en France, par exemple, en France, par la langue française, il y a des sonorités qu'on utilise en français qu'on n'utilise pas en anglais. C'est pour ça que les Anglais, ils ne connaissent pas, par exemple, les Anglais, ils ne connaissent pas le U, par exemple. Hein, ils ne connaissent pas le U, ils ne savent même pas prononcer le on correctement, etc. Donc on a choisi notre créneau de signaux et pas les autres. On choisit. Le langage, c'est le choix de certains signaux et pas d'autres. Bon, donc effectivement, donc parmi la totalité des possibles, etc., on en a choisi certains. Alors, ce que je veux dire, c'est que pour revenir à notre discussion, notre polémique avec M. Doyle, si on peut appeler ça une polémique, pour l'instant, c'est peut-être beaucoup dire, mais disons qu'effectivement, lui il dit que, enfin je ne sais pas si vous vous rendez compte de ce qu'il dit, il dit que
toute notre structure sémiotique, c'est-à-dire le fait de manger, pas manger, de parler, pas parler, etc., enfin, tout ce qui est de l'ordre du surmoi, du contrôle, de la régulation, etc., tout ça, il faudrait que ça vienne du cosmos. Oui. Moi, je dis inversement, hein, je dis le contraire. L'homme a projeté son mode de fonctionnement sémiotique sur le cosmos. Il a attribué, il a même intégré dans son système sémiotique le cosmos. Donc voilà, je ne cherche pas à convaincre que ce soit. Je dis simplement qu'il y a là deux alternatives complètement différentes. C'est l'ascenseur, ça vient de Voilà. ça vient Donc je d'avant. voulais simplement vous ouvrir des perspectives en disant on peut très bien inverser les choses. C'est une synergie commune, en fait. Dans le fond, on peut citer Hubert, en fait, donc on est des poussières d'étoiles, on émane tous de la même source. C'est vrai. Okay? Scientifiquement, il est éprouvé, en fin de compte, que deux particules qui ont été en contact, en fin de compte, sont mis à distance, en fin de compte, vont interagir la même chose. Donc, quelque part, on émane tous du même point d'origine, en fin de compte, Monsieur comme tel. Doyle. Et l'astrologie terrestre sert juste, en fin de compte, à rechercher, en fin de compte, de retourner, on fait prendre l'ascenseur et remonter vers le divin, en fin de compte. Bon, alors moi je m'oppose à ce point de vue. C'est une recherche Effectivement, à la base, d'élévation de ma conscience. c'est une question de sophisme là. Effectivement, comme je disais tout à l'heure, il y a Autrement dit, nous pleut dans l'absolu, bon, il y a une notion qui est très importante, c'est la notion d'instrumentalisation. L'instrumentalisation, c'est-à-dire qu'effectivement, par exemple, j'ai jamais dit, par exemple, que l'homme avait inventé les planètes. Hein, bon. Donc, qu'on ne fasse pas dire ce qu'on va dire. L'homme n'a pas inventé les planètes, l'homme voit les planètes parce qu'elles sont visibles, c'est pas lui qui les a rendues visibles non plus, sauf que si on prend... Bon. Donc on n'est pas en train de dire que l'homme a inventé l'univers, on n'est pas non plus en train de dire que l'homme a inventé les énergies. On n'est pas en train de dire ça. On a dit que l'homme a structuré. C'est pas la même chose qu'inventé. Donc effectivement, je suis d'accord avec vous. Quand je dis par exemple que nous percevons la lumière des étoiles ou des planètes, bon, ce sont des choses qui existent. Bon, mais la différence, comme on l'a dit tout à l'heure, premièrement, nous ne nous intéressons pas à n'importe quelle configuration, déjà, donc parmi toutes ces possibilités, de même par exemple, si moi, par exemple, je vis avec une femme, et je fais l'amour avec elle, eh bien, elle a une structure anatomique que je n'ai pas inventée. Hein, même si c'est la femme unique, etc., anatomiquement, elle a des capacités que je n'ai pas inventées. Donc, c'est pas parce que je vais choisir quelque chose que la chose que je choisis, je l'invente de A jusqu'à Z. Et évidemment,